Le régime a balancé ces photos-là des artistes que Fort a reçus pour... Hello la famille, comment vous allez? Je vous espère en pleine forme. Bienvenue ici à Gambi House, les gars. La personne tant entendue est sortie, la personne qu'on attendait pour qu'il nous explique pourquoi est-ce que les artistes sont partis chez le PCM. Et ils ont fait ces photos-là. La personne est sortie. Et c'est qui? Vous connaissez, c'est Ferdinand Haïti. Ouais, Ferdinand Haïti est sorti hier et a expliqué tout de long à large. Et a dit ce qui et pourquoi les artistes sont partis chez le PCM et ont eu à photographier leur raconte pour pouvoir publier ça. Il a tout expliqué de long à large. Donc les gars, pour ne pas beaucoup parler, je vais vous laisser regarder la vidéo. Mais les gars, j'ai quelque chose à vous dire. En fait, je constate qu'il y a certaines personnes qui m'attaquent à propos de la vidéo que j'ai publiée hier concernant Adebashi. Mais il y a certaines personnes là, je ne comprends pas. Sérieusement. Vous-même, vous avez vu, j'ai écrit là-bas rétro. Mais vous venez encore me dire que vous perdez votre temps sur la vidéo et la vidéo que vous avez regardée avant ou bien quelque chose comme ça. Les gars, prenez votre temps de lire les titres. Ok? Excusez-moi parce que je ne vous avais pas dit, mais j'ai décidé que maintenant chaque dimanche, il y aura une vidéo. Je dis bien une, je précise une vidéo rétro que je vais publier sur ma page. Donc ça ne vous étonne pas en fait, ok? C'est juste pour expliquer quelques trucs à certaines personnes qui pensent que voilà, je l'ai fait parce que je n'ai plus d'autres trucs à publier. Non, c'est pas ça. C'est moi-même qui ai décidé comme ça. J'ai décidé que je vais publier chaque dimanche une vidéo rétro sur ma page. Donc les gars, j'espère bien que vous êtes prêts pour m'accompagner là-dessus. Donc les gars, c'était ça. Bon, je vais vous laisser regarder la vidéo vous-même et on revient après. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. On revient pour débriefer. Ciao. Drastique du FMI. Combien le port autonome de Lomé produit par an, M. Ditry? Alors, le port autonome, d'après les rapports du CNUSED, c'est une commission de l'ONU, des Nations Unies, dit que voilà, en 2012, le port générait 350 milliards de francs CFA par an en 2012. Et dans les 2020, ils ont refait une autre analyse 2020-2023. Ils ont remarqué que le port générait plus de 1300 milliards de francs CFA de revenus chaque année, le port autonome de Lomé. 1300 et quelques milliards de revenus chaque année, selon une analyse de la CNUSED. Et cet argent part où? Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans les rapports de la Cour des comptes, l'État ne capte qu'à peine 1 milliard de dividendes sur les activités du port autonome de Lomé. C'est-à-dire sur les 1300 et quelques milliards que rapporte le port selon ce rapport de la CNUSED, et il n'y a que 1 milliard qui soit versé au trésor. Voilà, exactement. Donc les 1300 milliards, disons que les 1300 milliards disparaissent. On ne sait pas où c'est. Ça disparaît. En tout cas, on n'a pas de traçabilité, on n'a pas de ventilation claire de comment sont dit. D'ailleurs, le port autonome de Lomé, qui est une entité publique, nous avons découvert dans des rapports de la Cour des comptes que cette entité n'avait pas de logiciel comptable jusqu'à il y a 10 ans. Ouais, ça dit le port autonome de Lomé, il y a 10 ans, il n'y avait pas de logiciel de comptabilité. Non. Ça dit, on écrivait les recettes sur un papier, les sorties sur un papier volant. Donc il n'y a pas de comptabilité. Il n'y avait pas de comptabilité. Voilà. Autonome de Lomé. Ok. Et ça, c'est la Cour des comptes même qui le dit, hein. C'est la Cour des comptes. Qui a de cela 10 ans, le port autonome de Lomé était géré sans logiciel de comptabilité. C'est-à-dire, même le petit vendeur qui est au marché, au moins, il sait combien il sort, combien il rentre. Au port, il n'y avait rien.
Pas de logiciel, pas de contrôle interne, et même le contrôle externe, c'était très difficile parce que la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, l'inspection générale des États n'ont pas beaucoup de moyens pour pouvoir effectuer les contrôles. On leur met beaucoup de bâtons dans les roues. Mais ce qu'ils ont fait nous ont révélé beaucoup d'irrégularités, beaucoup d'anomalies dans la gestion du port autonome de Lomé. C'est très grave. Alors, comment on peut comprendre qu'un pays qui a un port à eau profonde et une plateforme de transbordement comme la LCT et qui a des revenus de 1300 milliards par an, on a les phosphates qui produisent aussi autant d'argent, ce pays n'a pas 36 milliards. Ce pays est obligé d'aller demander au FMI de lui prêter 36 milliards assortis de conditions, à savoir l'augmentation de l'électricité, de l'eau et la privatisation d'une banque. Comment on peut comprendre ça? Mais écoutez, ça c'est la seule explication, c'est la mauvaise gestion des finances publiques. Une mauvaise gestion, une absence de volonté, on va dire, protectionniste, en tout cas nationaliste, dans la gestion économique du pays. Parce que je rappelle qu'en plus du port autonome de Lomé, on a plusieurs activités. Enfin, dans le secteur minier, dans le secteur extractif, il y a plusieurs sociétés minières au Togo qui font beaucoup d'argent. Ouais. On prend Wassem par exemple. Voilà. Ouais. On prend Wassem, on prend Scan Togo, Scan Gralu Togo, toutes ces sociétés, il y a Poma, voilà, et toutes ces sociétés qui sont là, on a même découvert là, avec dans le rapport de l'ITIE 2022, que il y avait eu plus de 4000 milliards d'or qui ont été exportés depuis le Togo en 2022. Vers Dubaï. 4000 milliards. 4 milliards d'or. Ouais, vers Dubaï. Ouais. On avait les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis. 4 milliards d'or, oui. Et il n'y a pas un seul franc qui a été capté par l'État togolais. Ouais. Quand les auditeurs... C'est comme le pétrole de contrebande. Quand on va au Gabon, personne ne voit la trace. Exactement. On ne voit aucune trace. Ouais, personne ne voit aucune trace. Et on nous dit que le Togo n'exploite pas de pétrole, ou bien il n'y a pas de pétrole au Togo, en tout cas, bref. Tu connais mieux ce sujet que moi. Ouais, exactement. Mais ce qui est encore hallucinant, c'est que quand les auditeurs de l'ITIE sont partis voir les agents de l'OTR et de la direction générale des mines et tout ça, pour leur demander, mais attendez, est-ce que vous êtes au courant quand même qu'il y a eu plus de 4000 milliards qui sont sortis en 10 ans de votre pays en or, de contrebande, je ne sais quel, et que vous auriez pu capter, ne serait-ce que... Il y avait une taxe, normalement, pour 2000, pardon, c'était pas seulement en 2022 qu'il y a eu les 4000 milliards d'or, c'est sur 10 ans. Oui, c'est sur 10 ans. En 2022, il y a eu 700, en 2022, il y a eu 700 milliards d'or qui ont été exportés vers les Émirats Arabes Unis. Rien qu'en 2022, c'est-à-dire 1,6 milliard de dollars. Ouais. Et je rappelle que c'est de l'or de contrebande venu du pays du Sahel. Voilà. Et aucun contrôle dessus, puisque les agents de l'ITIE nous disent que si on avait, ne serait-ce que appliqué une petite taxe à la frontière, on aurait pu capter 54 milliards. Ouais. Déjà 54 milliards, tu vois, on n'aurait pas besoin d'aller faire un prêt de 38 milliards. Alors, je précise... 54 milliards, on aurait déjà fait un boulevard pour aller à Vaughan. La route de Vaughan, c'était 26 milliards. Voilà. C'est hallucinant. Ouais. Et je précise d'ailleurs, pour revenir sur les prêts obligataires ou bien les bons, la vente des bons qu'ils faisaient sur le marché UMO à titre, il faut savoir que quand ils empruntaient chaque semaine, là, 30 milliards par semaine, en vendant des bons ou des obligations, ils devaient les rembourser, c'était des dettes à court terme. Ouais. Donc ils devaient les rembourser au bout de 3 mois ou au bout de 6 mois pour la plus. Là, le 30 juin, la somme qui a été décaissée de 36 milliards, la somme de 36 milliards qui a été décaissée par le FMI, c'est un prêt concessionnel. Donc c'est un prêt qui est fait sur une longue période, c'est-à-dire souvent c'est 10 à 20 ans. Ouais. D'accord? Pour pouvoir, lisser le taux d'intérêt. Ouais.
Donc là où ils empruntaient 30 milliards et remboursaient plus de 3 mois avant, aujourd'hui ils empruntent 30 milliards pour rembourser au bout de 15-20 ans. Donc clairement, il y a un problème de mauvaise gestion. On va revenir en tout cas après les conclusions de FMI, comme le FMI va passer. On vous laisse conclure, M. Ditry, sur cet exposé assez pertinent et brillant que vous venez de faire. On vous laisse conclure et après on va passer à la vidéo de Mme Niakhaté. Voilà, on vous laisse conclure. Merci beaucoup. Qui fait ses conquêtes féminines tranquillement, il n'y a pas de souci. Mais qui injecte ses conquêtes dans la vie publique. Et que parce que j'ai couché avec le président, que je peux embêter les ministres, je peux embêter tout le monde, il y a un problème. Parce que je sors avec le président, que je peux gifler l'officier, il y a un problème. Que parce que je rentre dans le lit du président, que je peux violer les lois il y a un problème. Parce que je suis avec le président, que je peux prendre des marchés gré à gré dans une entreprise, même si je ne remplis pas les conditions, il y a un problème. Parce que je suis proche du président, que je peux avoir des marchés de route, même si je ne construis pas ces routes-là, je gagne des milliards, il y a un problème. Nous devons en parler. On n'a pas besoin d'aller voir comment est-ce que X couche avec Y, ça c'est pas notre problème. Notre problème, c'est que ces conquêtes féminines-là, une fois qu'elles sont dans la vie publique, elles deviennent une source de discorde. Et donc, nous devons en parler. On doit en parler. Moi, mon objectif n'est pas de dire qui a couché avec qui. Mais le problème, c'est que nous, les Togolais, on est hypocrites. Sur la question des femmes qu'on a réduit en objet sexuel au Togo, nous sommes des hypocrites. Nous savons tous, nous les Togolais, ce qui se passe dans l'administration, que ce soit l'administration publique ou l'administration privée. Vous tous qui m'écoutez ici, les 10 000 personnes qui sont sur YouTube, les 500 qui sont, je ne sais pas combien, qui parmi vous, majeurs, accepterait que votre femme aille au boulot et que vous apprenez que son patron l'oblige à coucher avec elle? Qui parmi vous va accepter ça? Qui va accepter ça? Mais ce sont des choses qui se passent tous les jours. Parfois, par abus de faiblesse. Parce que la femme, elle est tout le temps harcelée. Elle ne peut pas le dire. Elle a peur parce que son patron a plus d'autorité sur elle. Elle a peur pour son emploi. Elle a peur pour son boulot. Elle est obligée de céder. À un moment donné, il faut que les langues se délient dans ce pays-là. La famille Gnassingbé, c'est eux qui ont introduit ce désordre sexuel dans notre pays. Et il y a des moments, au cours de son long règne, il tuait les gens et il allait prendre les femmes dans les familles des gens qu'il a tués. Les exemples sont là, c'est factuel. Il tuait les gens et il allait dans les familles des gens qu'il a tués pour aller prendre des femmes. Au CI, le commissaire, et il a dit m'a pris après sa soeur Dagadi pour faire Meyassibé. Le capitaine Niéou. Capitaine Niéou. Et il a dit m'a épousé après sa soeur. Ou il avait épousé avant, je ne sais rien. Les exemples sont pleins comme ça. Les frères Lawson, Merlot et Francisco, leurs enfants sont avec qui? Amoureux, leurs enfants sont avec qui? Ce désordre sexuel, c'est eux qui l'ont introduit au Togo. Et donc de père en fils. Et donc c'est une perversion des valeurs. Si vous avez des dirigeants qui ne sont pas des modèles, comment est-ce qu'ils peuvent lutter contre les enfants qui font les partous dans les rues? Comment ils peuvent lutter contre les enfants qui font les bisies dans les rues? Comment est-ce qu'ils peuvent lutter contre tous ces jeunes-là qui font n'importe quoi dans les rues, dans les hôtels, dans les centres de passage?
proportion que ceux qui font ce qu'ils appellent les bérets sur TikTok. Mais on doit en parler. Parce que nous sommes tous des responsables. Nous ne sommes quand même pas dans une société sauvage où on peut tirer sur n'importe qui. Vous connaissez les bonobos? On n'est pas dans la société des bonobos. Vous connaissez la race des singes qu'on appelle les bonobos? Vous savez en quoi, quelle est leur spécialité, les bonobos? Les bonobos, quand eux se lèvent, du matin jusqu'au soir, c'est le sexe. On n'est pas dans cette société-là. Donc, nous sommes légitimement fondés à parler de ces faits-là. Parce que ces faits impactent la vie politique. Elle impacte la vie de tous les jours. En France, il a fallu que Hollande cherche une moto pour aller chez une dame. Ça crée un scandale d'État. Dominique Strauss-Kahn, ça crée un scandale d'État. Il y a plein de gens ici, en France, même qui ont des comptes dans certains services. Ils sont obligés d'abandonner leur service parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Il y a des conflits d'intérêts. D'où vient que Bill Clinton, d'où vient que nous devons croiser les bras? Parce que bon, voilà. Et vous les femmes, qui vous laissez faire? Le jour où celui qui vous soumet aujourd'hui ne sera plus là, vous imaginez votre vie d'après? Parce qu'aujourd'hui on n'en parle pas. Hein. Demain on va en parler à gogo. Demain les noms vont sortir. Les lieux où ça se trouve, ce qu'ils font avec vous vont sortir. Les gens vont en parler. Vous risquez de vous suicider. Parce que celui qui vous protège aujourd'hui, il s'en ira demain. Vous imaginez votre vie après? Miagnon aussi, mon amour. Vous imaginez votre vie après? Vous allez vivre caché. Parce que les sorties de Adjourovi et de Afang Bedi sur les médias en France, vous savez qu'ils étaient en mode communication sur les médias français et ils ont commis pas mal de bévues et il y a eu l'effet contraire sur le régime. Ils se sont tellement ridiculisés au point que on les a même rappelés de rentrer rapidement, de laisser tomber, de ne pas continuer. Ils devaient passer sur RFI et d'autres médias. On leur a dit d'annuler les prestations parce que tellement ils étaient ridicules dans leurs arguments de défense. Et donc, pour circonscrire cette sortie ratée aux conséquences très fâcheuses pour le régime a balancé ces photos-là des artistes que Faure a reçus pour entretenir une polémique, allumer un pare-feu, un écran de fumée pour effacer la sortie hasardeuse de Adjourovi et de Maître Afang Bedi. C'est pour ça que cette image a été balancée et ça a vraiment pris parce que tout le monde, les jeunes sur TikTok ont passé le temps à se chamailler entre eux autour de cette photo-là. Et c'est aussi dommage parce que le régime, pour se donner bonne conscience, a jeté les artistes en pâture. Parce que cette façon de diffuser les images, vous allez voir le time sur le plan de la communication, la sortie ratée de la bande d'Adjourovi. En même temps, le faisant, ils ont sacrifié les artistes, ils ont jeté les artistes en pâture. Rappelez-vous que sur une des chaînes, Adjourovi avait dit que Faure Gnassingbé a reçu les artistes, mais qu'il se gardait de donner le nom des artistes pour ne pas les jeter en pâture. Et finalement, c'est ce qu'ils ont fait. Bon, vous savez, nous qui sommes des communicateurs, on comprend la logique de cette communication-là, de ce qu'ils ont fait. Et vous allez constater que pendant une semaine ou jusqu'à présent, tout le débat tourne autour de ces artistes-là et de ces photos-là. Donc, c'est une opération de communication qui a été organisée et vous allez constater que c'est une semaine après les évaluations, ou pratiquement 10 jours après. Pourquoi? C'est à ce moment juste qu'ils ont balancé les photos. Ils les ont balancées pour éteindre l'incendie que les Adjourovi ont allumé sur le plan international à travers les médias. Mais en le faisant, ils ont sacrifié l'image des artistes. Et donc ces artistes-là aujourd'hui, à leur corps défendant, sont la cible de l'opinion qui est en train de les brocarder, de les insulter, de les attaquer. Et voilà, ce qui est vraiment dommage. Et donc, je passe cette chanson de Bella Bello
pour rappeler à nos jeunes frères artistes, moi je ne suis pas un procureur pour les condamner, ils sont libres de faire leur choix, mais je leur rappelle que si 45 ans ou 42 ans après la mort de Bella Bello, cette chanson-là est encore d'actualité, cette chanson-là est intemporelle, ce morceau-là a traversé le temps, c'est parce que Bella Bello a fait un travail de qualité. Donc, il faut que nos artistes travaillent à laisser pour la postérité des morceaux, des chansons qui vont traverser le temps. Ce n'est pas seulement ce qu'ils vont gagner aujourd'hui, ce qu'ils vont manger aujourd'hui qui est le plus important, mais c'est ce qu'ils laissent pour la postérité qui est le plus important. Bella Bello a eu la malchance d'être togolaise. Je m'excuse de le dire ainsi. Tout comme Fifi Rafiatou, tout comme Akofa Akusa, tout comme Monia Changai, tout comme Nimoto Kilala. Il y a de cela 10 ans, je pense, j'ai rencontré Nimoto Kilala dans un vol, je pense que c'est de Bruxelles vers Lomé. Il y a très longtemps, moi je ne l'ai plus vu. Moi je l'ai vu dans le vol, sur ce vol-là plutôt, qui desservait Bruxelles à Lomé. On était ensemble sur le vol, je pense que je l'ai salué au passage. Elle a pris effectivement de l'âge, elle est à l'extérieur, mais ce sont des grandes dames qui ont marqué l'histoire de notre pays sur le plan de la musique. Je parle des femmes d'abord. Mais leur malheur, le malheur de toutes ces personnes-là, c'est parce qu'ils ont été togolaises. Si elles n'étaient pas togolaises, le pays devait les porter très loin. Angélique Kidjo s'est inspirée de Bella Bello, elle-même l'a dit plusieurs fois, puisqu'elle a vécu en partie au Togo. Elle a vécu en partie au Togo et elle s'est inspirée de Bella Bello. Mais puisqu'elle vient d'un pays qui connaît la valeur de la culture et de la musique, aujourd'hui, son nom est partout dans le monde. Elle est au Grammy Award à New York, elle est partout. Mais nous avons des gens, des artistes talentueuses, des gens qui ont marqué le temps, qui sont aujourd'hui perdus dans les méandres de l'histoire. Qu'est devenu aujourd'hui Fifi Rafiatou? Qu'est devenu aujourd'hui Yaya Lele? Qu'est devenu aujourd'hui, je ne sais pas, Monia Changa, elle est décédée. Et comment on l'appelle, Nimoto Kilala? Qu'est-ce que le Togo fait pour valoriser ces gens-là qui ont porté pendant des années la culture togolaise, la chanson togolaise? Rien du tout, absolument rien. Absolument rien. Si Akofa Akusa, elle est morte dans l'indifférence totale, Monia Changai, elle est morte dans l'indifférence totale. Le ministère de la Culture au Togo, ou ce qui ressemble au ministère de la Culture, c'est pour financer des voyous sur Facebook ou sur TikTok pour insulter les gens. Le budget de ce ministère-là, c'est pour faire ça. Je pense que le 5 août, dans la nuit du 5 août, sur l'axe Lomé-Abidjan, et particulièrement dans le Ghana, où il y a des élèves dont la plupart sont d'ailleurs des mineurs, ont échappé à un accident. Ça aurait pu être un drame pour le pays. Dans le car qui a fait l'accident, il y a eu 10 morts. Le car qui a fait l'accident revenant d'Abidjan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des jeunes Togolais, des élèves qui sont partis en Algérie pour participer au premier tournoi africain scolaire de quelque chose comme ça, un truc organisé par la CNOA. Et le comité olympique du Togo, qu'on appelle le CNOT, a adressé une lettre de demande de fonds au ministère des Sports. Et le ministère a répondu en disant qu'ils n'ont pas de moyens, il y a des contraintes budgétaires, mais qui leur souhaitent beaucoup bonne chance et qui les accompagnent avec beaucoup de, je ne sais pas quoi, un courrier comme ça. Et donc, du coup, le CNOT a fait voyager les enfants, d'abord de Lomé à Abidjan par la route, parce que les enfants devaient prendre El Algérie. Donc, comme El Algérie ne vient pas à Lomé, mais il vient à Abidjan, donc ils ont pris la route pour aller à Abidjan, et de Abidjan, ils sont partis en Algérie. Et je pense que c'est une délégation de 7 élèves, plus les encadreurs. Et quand ils sont allés en Algérie, ils ont fait une très bonne compétition, ils ont eu des médailles. Je rappelle que pour la même compétition, le Bénin a envoyé 120 élèves par avion spécial. Le Bénin a dépêché 120 élèves à cette compétition par avion spécial. Et donc, le Togo, lui, comme il n'y a pas de moyens, ils ont préféré prendre les enfants et ils les ont fait passer par la route pour aller à Abidjan. Donc, quand ils ont fini la compétition,
De retour, ils sont revenus à Abidjan dans la nuit du 4, et dans la journée du 4, et rapidement, ils ont repris un bus. Un bus, c'est un car de transport en commun, ce n'est pas un bus affrété par l'État togolais, pour arriver à Lomé. Et c'est chemin faisant que le bus a fait un accident et il y a eu 10 morts dans le bus. Mais aucun des enfants n'a été touché, grâce à Dieu. Aucun encadreur. Les enfants étaient dans 2 bus différents. Mais le bus dans lequel il y avait plus d'enfants, il n'y a pas eu de mort. Et quelqu'un dit Askai Togo. Je ne sais pas combien ça coûte le billet d'avion Lomé-Abidjan, mais je sais que ça ne va pas dépasser 200 000. Si on prend Air Côte d'Ivoire, Air Côte d'Ivoire est un peu moins cher que Askai, mais pour une dizaine de personnes ou bien 12 personnes qui voyagent, je ne peux pas comprendre que l'État togolais n'a pas de l'argent pour payer un billet Lomé-Abidjan, des billets Lomé-Abidjan. Mais on a de l'argent pour donner à des gens qui ont fait des compétitions, tapoter, on mobilise tout le pays pour ces choses-là. Mais pour des jeunes élèves qui vont pour compétir au nom du pays, il n'y a pas d'argent dans les ministères. En tout cas, c'est ce que le ministère a dit, qu'il n'y a pas d'argent. J'ai publié les courriers. Et donc, en revenant de cette compétition, il y a eu cet accident-là. Personne n'en a parlé. Il a fallu que moi j'organise, je publie cette information-là pour que ça commence par aller dans tous les sens, les agitations à gauche et à droite. Moi, autant le comité olympique togolais que le ministère, je n'en ai rien à foutre. Le comité olympique togolais même m'a poursuivi devant les tribunaux. D'ailleurs, je rappelle que le président du comité et la ministre sont des amis. Ils étaient des amis au départ. Ils se sont soutenus longtemps avant que le bang-bang n'arrive entre eux. Et c'est quand ils étaient ensemble qu'ils ont décidé de porter plainte contre moi dans l'affaire d'un athlète handicapé de Sokoré qui devait aller à des Jeux au Japon, qui a été abandonné à Lomé. Et cette plainte est toujours pendant devant les tribunaux. On me cite tous les jours à Lomé là-bas, alors que je ne suis plus au pays. Et à l'époque, c'est Madame Tomiga, les Aïwadan, tout leur réseau là qui se sont mis ensemble pour déposer cette plainte-là. Donc, ce qui est le plus important ici, c'est les enfants. Un drame aurait pu arriver. Et personne ne sait parmi ces enfants qui est le parent de qui. Comment est-ce que l'information nous est parvenue, qui est le parent de qui. Et donc, ces enfants, en revenant de cette compétition, font cet accident grave. Aucune prise en charge psychologique. Quand les enfants sont rentrés la nuit là, ils sont allés en famille. Il y a eu 10 morts dans le véhicule. Il n'y a pas eu une cellule de crise pour prendre en charge les enfants dès qu'ils sont revenus sur le territoire. Même si il y a un problème entre la ministre et le président du CNOT, même si le président du CNOT n'a pas respecté les consignes de la ministre qui sont dans leurs histoires de personnes, une fois qu'il y a eu un accident d'un bus transportant des enfants togolais qui sont partis à une compétition internationale, la première des choses pour des dirigeants, c'est de mettre une cellule de crise en place et de veiller à ce que les enfants soient pris en charge psychologiquement, parce qu'un accident qui fait 10 morts, il y a un traumatisme certain pour les enfants qui sont des mineurs. Donc ces enfants-là, on les garde dans un hôpital, peut-être au pavillon militaire, en observation, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, avant de les laisser rentrer à la maison. On leur fait des analyses. Mais personne n'a réagi. Les enfants sont retournés chez leurs parents comme si de rien n'était. Il a fallu que moi je publie ça sur la page Facebook pour que notre se dépêche pour aller voir les enfants le lendemain chez leurs parents et leur donner peut-être de l'argent. Donc voilà comment on gère le sport au Togo. Voilà comment les choses se passent au Togo. Si vous n'avez même pas d'argent pour acheter des billets d'avion pour 10 personnes, pour rallier Abidjan et prendre un vol à Abidjan, Algérie, comment est-ce que vous allez pouvoir construire les infrastructures demain? Où vous allez trouver l'argent pour construire les infrastructures demain? On va vous montrer, la technique là qu'à vous montrer, un palais des sports qui est en construction, qui est même terminé au Gabon. Tous les pays ont ça, mais je vais vous montrer celui du Gabon qui vient d'être construit. Tous les pays ont ça. Il n'y a que nous seuls qui n'avons absolument rien. Tous les pays ont ça. Donc, quand il y a des faits qui se produisent comme ça, qui sont des faits très... Et voilà, gars, j'espère bien que vous avez tous regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Il n'y a plus rien à dire à cela. C'est Ferdinand Iteo. Qu'est-ce que je vais encore ajouter? Il a tout bombardé, il a tout expliqué, il a tout détaillé et tout. Mais vous avez écouté. Vous avez écouté. Donc, je n'ai plus rien à dire, je n'ai plus rien à ajouter. Tout ce que moi je peux vous demander est de vous
de donner vos avis dans les commentaires. Voilà, donnez vos avis dans les commentaires. Et aussi de vous abonner. Voilà, et pour plus de contenu. Comme je l'ai dit, 10 000 francs à 5 personnes. Hein. Et lorsque j'ai atteint mes 10K d'abonnés. Et je compte sur vous. Je sais qu'on va le faire ensemble. Bon les gars, bisous. Ciao. Ah.